Un pari d'1 milliard de tonnes d'eau lancé dans un Sahel frappé par la pénurie a bouleversé les calculs climatiques, budgétaires et politiques du Burkina Faso. Alors que l'aide conditionnelle et les solutions importées dominaient les débats, l'État a choisi une expérience nationale, moins coûteuse sur le papier, mais exposée à un risque écologique et politique majeur. Pourquoi Ibrahim Traoré a-t-il accepté d'emporter la responsabilité personnelle? Et qu'est-ce que cela change pour des millions de citoyens ordinaires? Au-delà de l'eau, cette décision esquisse une autre idée de souveraineté, où les résultats comptent davantage que l'autorisation internationale. Ce récit promet de clarifier comment une décision contestée est devenue un test grandeur nature pour un État confronté à la sécheresse, à l'insécurité et à des marges budgétaires étroites. Vous comprendrez pourquoi cette expérience modifie la relation entre citoyens et État. Il ne s'agit pas de célébrer une réussite annoncée, mais d'examiner ce que révèlent les données, les ajustements silencieux et les coûts politiques assumés en cours de route. L'enjeu dépasse la technique hydraulique et touche à la manière dont un pays pauvre évalue le risque, accepte l'échec possible et redéfinit la responsabilité publique. Chaque étape compte, car derrière les chiffres se joue la confiance sociale, la crédibilité internationale et la capacité d'un gouvernement à tenir face aux doutes internes. La question centrale n'est donc pas seulement si l'eau fonctionne, mais ce que ce choix engage pour l'avenir collectif. Ce cadre permet au lecteur de suivre les enjeux sans promesse héroïque, en observant simplement comment décisions, corrections et conséquences s'enchaînent dans le temps et comment elles redessinent progressivement les attentes politiques et sociales. Début 2024, les relevés ont montré une baisse de salinité atteignant près de 38% dans certaines zones test, un chiffre très éloigné des 3 à 5% observés durant la première année et que beaucoup avaient interprété comme un échec définitif. Cette inflexion a constitué la première mini-révélation. Le projet n'était pas immobile, il changeait de trajectoire. Pour comprendre pourquoi ce résultat a surpris, il faut revenir au contexte dans lequel Ibrahim Traoré a pris le pouvoir. Fin 2022, le Burkina Faso faisait face à une crise immédiate, non pas abstraite mais quotidienne. Plus de 11 millions de personnes dépendaient de sources d'eau insalubres pendant la saison sèche, transformant un problème environnemental en enjeu de sécurité nationale. Dans les zones rurales, femmes et enfants parcouraient en moyenne 6 à 8 kilomètres par jour pour atteindre des puits peu profonds, souvent contaminés par le sel et les bactéries. Les solutions proposées par les partenaires internationaux suivaient un schéma connu: forage plus profond, unité de dessalement modulaire ou transport d'eau par camion. Toutes s'impliquaient des intrants importés, une forte consommation énergétique et une dépendance financière prolongée. Les calculs internes du ministère de l'Eau montraient qu'un tel modèle aurait absorbé jusqu'à 18% du budget annuel de l'État à moyen terme, un niveau jugé intenable. C'est dans ce cadre qu'a émergé une proposition radicale, portée par une petite équipe d'ingénieurs, de géologues et d'agronomes locaux. L'idée reposait sur une filtration naturelle à grande échelle, utilisant des bassins désertiques préparés et des processus biologiques plutôt qu'une infrastructure industrielle lourde. Le pari n'était pas présenté comme une certitude, mais comme une alternative à une dépendance perçue comme plus dangereuse que l'échec lui-même. Dans les zones proches des premiers bassins, le projet est devenu concret bien avant d'être convaincant. Un agent hydraulique local chargé de suivre les points de distribution pilote décrivait une situation paradoxale. Les volumes restaient limités, mais l'accès changeait déjà les routines quotidiennes. Pour certaines familles, l'eau destinée à l'irrigation légère et à l'assainissement réduisait les déplacements journaliers,
sans encore résoudre la question de l'eau potable. Ce décalage entre attente et réalité a marqué les premiers mois. Du point de vue des autorités, ces signaux faibles comptaient. Ils montraient que l'expérience ne se résumait pas à une infrastructure figée, mais à un processus adaptable. Ibrahim Traoré a été informé de ces résultats partiels sans mise en scène publique. Aucun discours, aucune tournée médiatique n'a accompagné ces premiers ajustements. L'accent était mis sur l'observation et la correction, pas sur la communication. Dans les communautés agricoles voisines, quelques parcelles tests ont été mises en culture, principalement du sorgho et du mil. Les rendements restaient modestes, mais la simple possibilité de cultiver des terres auparavant jugées inutilisables a modifié les perceptions locales. Les agriculteurs parlaient moins de miracle que de prudence, conscients que la durabilité n'était pas encore prouvée. Ces impacts précoces n'ont pas dissipé les doutes nationaux. L'opposition politique continuait de dénoncer un pari risqué et certains fonctionnaires craignaient des coupes budgétaires en cas d'échec. Pourtant, à ce stade, une chose devenait claire. L'expérience produisait déjà des effets sociaux mesurables, même limités. Le véritable enjeu n'était plus seulement technique, mais lié à la capacité de l'État à assumer un projet imparfait tout en maintenant la confiance publique. Avant la décision, le débat sur l'eau au Burkina Faso suivait une trajectoire prévisible. Les rapports internationaux décrivaient une pénurie chronique. Les ministères cherchaient des financements extérieurs et les solutions proposées restaient alignées sur des modèles déjà appliqués ailleurs. Les délais s'allongeaient, les études s'empilaient, et sur le terrain, la situation quotidienne ne changeait presque pas. Cette inertie formait le décor dans lequel l'administration naissante a évalué ses options, consciente que chaque année supplémentaire accentuait la vulnérabilité sociale et l'idéalisme politique. La décision est intervenue fin 2022 sans annonce spectaculaire. Ibrahim Traoré a validé le lancement de l'expérience sur la base d'un calcul simple: accepter un risque concentré dans le temps plutôt qu'un risque diffus et permanent de dépendance. Le projet prévoyait l'acheminement progressif de volumes massifs d'eau de mer vers des bassins désertiques préparés, étalés sur plusieurs années. Sur le papier, les coûts restaient inférieurs à ceux d'un réseau industriel de dessalement, mais l'échec aurait laissé des terres dégradées et une responsabilité politique directe. Les premiers mois ont confirmé les craintes. Début 2023, les convois d'eau ont commencé à arriver et l'imagerie satellitaire a montré des bassins scintillants sous le soleil du Sahel. L'évaporation dépassait les projections initiales et les relevés de salinité ne reculaient que marginalement. À l'extérieur, ces images ont alimenté un récit d'erreurs de calcul. Plusieurs partenaires ont gelé leur coopération et les médias internationaux ont présenté l'expérience comme un avertissement contre l'audace technocratique. À l'intérieur du pays, la pression montait. Les agriculteurs redoutaient une salinisation durable. Les responsables budgétaires craignaient un gouffre financier et l'opposition parlait d'un pari national mal maîtrisé. Pourtant, la décision politique n'a pas été inversée. Fin 2023, l'équipe technique a ajusté la conception initiale. Une couche biologique supplémentaire a été introduite utilisant des cultures microbiennes tolérantes au sel, issues de zones humides régionales. Les débits d'eau ont été ralentis pour augmenter le temps de séjour, et des ajustements du substrat ont visé à stabiliser le pH. Ces changements se sont faits sans communication publique. Aucun discours n'est venu annoncer un tournant, et aucun responsable n'a revendiqué une correction stratégique. Le travail a continué de manière méthodique, guidé par des rapports internes mensuels. Début 2024, les données ont commencé à évoluer.
La baisse de salinité s'est accélérée et les premiers signes de vie végétale sont apparus le long des marges des bassins. Après cette phase critique, la narration a changé, mais lentement. Les observateurs extérieurs ont remplacé le scepticisme par une curiosité prudente. Des laboratoires indépendants ont confirmé des résultats partiels et des délégations ont commencé à visiter les sites, souvent sans caméra. Pour Ibrahim Traoré, cette séquence avant-décision après a redéfini le coût politique du projet. Le risque initial n'avait pas disparu, mais il s'était transformé en responsabilité de mener l'expérience jusqu'à son terme, donnée à l'appui. Au départ, la ligne de base était claire. Une salinité élevée, une évaporation supérieure aux prévisions et des usages humains strictement limités. Un an plus tard, l'écart avec cette situation initiale est devenu mesurable. Entre janvier et novembre 2024, les rapports mensuels ont indiqué une réduction accélérée de la salinité, passant d'une baisse marginale de 3 à 5 à près de 38 dans plusieurs zones test. Cette évolution ne signifiait pas une réussite finale, mais elle montrait un changement de dynamique difficile à ignorer. Un premier repère très concret concerne la qualité de l'eau. Des prélèvements effectués à la sortie de certains bassins profonds ont révélé que 62% des échantillons répondaient désormais à des normes préliminaires pour des usages humains non potables, notamment l'irrigation et l'assainissement. Ce chiffre devait être interprété avec prudence. L'eau n'était pas encore potable et les variations restaient importantes selon les zones. Néanmoins, le passage d'une eau strictement marine à une eau partiellement utilisable constituait un seuil technique franchi. Un autre repère concerne les effets sanitaires indirects. Dans 3 districts proches des sites pilotes, les cliniques locales ont enregistré une baisse de 11% des maladies d'origine hydrique sur une période de 6 mois. Cette diminution était qualifiée de modeste, mais statistiquement significative par les autorités sanitaires. Elle ne pouvait être attribuée uniquement au projet, mais elle coïncidait avec une réduction des déplacements pour la collecte d'eau et une amélioration des pratiques d'assainissement. Un dernier repère, important pour les familles rurales, concerne l'agriculture. Les zones d'irrigation expérimentales ont été étendues progressivement, atteignant près de 22 000 hectares de terres auparavant abandonnées. Les rendements initiaux sont restés inférieurs aux moyennes nationales, mais les enquêtes sur les revenus ont montré une augmentation comprise entre 18 et 20 et 1% chez les agriculteurs participants. Dans un contexte de marge de subsistance étroite, cette progression, même limitée, avait un poids économique et politique réel. Ces chiffres ont été accompagnés d'un effort de transparence inédit. Mi-2025, le gouvernement a publié un ensemble de données détaillées, incluant courbes de salinité, tableaux d'activité microbienne, statistiques de santé et coûts budgétaires. Des institutions de recherche africaines indépendantes ont été invitées à auditer ces résultats. Cette ouverture contrastait avec des pratiques régionales plus opaques et renforçait la crédibilité des données, même auprès des observateurs sceptiques. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu de ces preuves quantitatives dépassait la démonstration technique. Chaque pourcentage, chaque hectare et chaque variation sanitaire servait à déplacer le débat du registre idéologique vers celui des résultats observables. Les critiques continuaient d'alerter sur les risques à long terme, notamment la salinisation des sols et la migration des eaux souterraines. Mais à ce stade, ignorer les écarts mesurés entre la situation de départ et l'état actuel devenait de plus en plus difficile. Ces données n'apportaient pas de verdict définitif. Elles posaient plutôt une question centrale. À partir de quel moment un projet expérimental cesse-t-il d'être jugé uniquement sur ses intentions
et commence-t-il à être évalué sur ces trajectoires mesurables? C'est cette transition, fragile mais documentée, qui redéfinissait progressivement la perception nationale et internationale de l'expérience. Les critiques les plus solides ne se sont jamais limitées à un rejet idéologique du projet. Elles se sont structurées autour de deux arguments principaux, souvent repris par des experts environnementaux et des analystes de politique publique. Le premier concernait le risque écologique à long terme. Selon cette lecture, une baisse rapide de la salinité en surface ne garantissait pas l'absence d'effets cumulatifs dans les sols et les nappes phréatiques. La migration lente du sel, difficile à mesurer sur quelques années, pouvait compromettre durablement des terres agricoles voisines et créer des dommages irréversibles, invisibles dans les premiers cycles de données. Le second argument portait sur la gouvernance et l'évolutivité. Même si les résultats pilotes s'amélioraient, rien ne prouvait que le modèle puisse être étendu à l'échelle nationale sans reproduire les mêmes coûts cachés que les systèmes industriels. Les critiques soulignaient aussi le risque de développement inégal. Concentrer les ressources sur des zones expérimentales pouvait renforcer les disparités régionales et alimenter des tensions politiques internes. Dans cette perspective, l'expérience apparaissait moins comme une solution systémique que comme une vitrine coûteuse, dépendante d'une attention politique constante. Ces objections méritaient d'être prises au sérieux, car elles reposaient sur des précédents réels. Des projets hydrauliques ambitieux ailleurs dans le monde avaient produit des gains initiaux avant de révéler des effets négatifs différés. L'histoire du développement regorge d'exemples où des succès techniques précoces ont masqué des échecs structurels plus tardifs. La réponse apportée par les données disponibles ne cherchait pas à invalider ces critiques, mais à les encadrer. Les audits indépendants ont confirmé que les mesures de salinité restaient hétérogènes et que les marges d'erreur étaient significatives. En parallèle, la publication progressive des ensembles de données, incluant les zones où les résultats étaient dits moins favorables, visait à éviter une sélection opportuniste des chiffres. Sur le plan de la gouvernance, l'ouverture aux institutions de recherche africaines introduisait un contrepoids limitant la centralisation complète de l'évaluation. Ainsi, le débat ne se résumait plus à une opposition binaire entre succès et échec. Il se déplaçait vers une question plus exigeante. Les mécanismes de suivi, de correction et de transparence étaient-ils suffisants pour contenir les risques identifiés? C'est sur ce terrain, plus que sur celui des intentions, que l'expérience continuait d'être jugée. À ce stade, l'expérience avait changé de nature. Ce qui avait commencé comme un geste de défi technique était désormais perçu comme un signal politique plus large, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Le basculement ne venait pas d'une annonce spectaculaire, mais d'une accumulation silencieuse de données, de visites discrètes et de demandes d'accès aux résultats. Les médias africains ont progressivement déplacé leur angle, passant de la question du pourquoi tenter l'impossible à celle du comment cela fonctionne réellement. Pour Ibrahim Traoré, ce moment a marqué une inflexion stratégique. Le projet n'était plus seulement défendu comme une réponse à la pénurie d'eau, mais comme une démonstration de capacité décisionnelle. L'accent mis sur la publication des données, y compris celles qui montraient des limites, a contribué à modifier la perception de la gouvernance du projet. Il ne s'agissait plus de prouver une thèse, mais de documenter un processus avec ses avancées et ses zones d'incertitude. Cette révélation intermédiaire a également affecté la posture internationale. Des délégations étrangères ont commencé à visiter les sites sans communication officielle, cherchant moins à reproduire le modèle qu'à comprendre sa logique. Des universités et des groupes environnementaux ont demandé un accès direct aux séries de données. L'expérience devenait un cas d'étude, non un slogan.
Pour les communautés locales, ce changement d'échelle restait abstrait. Pourtant, il renforçait une réalité nouvelle. Leur quotidien faisait désormais partie d'un débat plus large sur la souveraineté, la science appliquée et le droit d'expérimenter. À mi-parcours, l'enjeu central n'était plus de savoir si le projet surprenait, mais s'il pouvait redéfinir durablement la manière dont un État assume ses choix sous contrainte. Pour l'État, les premières conséquences ont été institutionnelles. Les résultats partiels ont obligé les administrations à adapter leur cadre d'évaluation. Les ministères de l'eau, de la santé et de l'agriculture ont dû coordonner leurs données, ce qui a modifié des routines bureaucratiques longtemps cloisonnées. La publication d'ensembles de données complets a également exposé l'action publique à un niveau de scrutini inhabituel, renforçant la pression pour maintenir des standards de transparence. Pour Ibrahim Traoré, cette évolution signifiait que le projet ne pouvait plus être géré comme une initiative exceptionnelle, mais comme une politique publique soumise à des attentes mesurables. Du côté des entreprises locales, l'impact a été plus pragmatique. Les zones pilotes ont créé une demande nouvelle pour des services de maintenance, de transport et d'analyse, souvent assurés par des acteurs nationaux. De petites entreprises agricoles ont expérimenté des cultures à faible consommation d'eau, tandis que des coopératives ont testé des modèles de distribution adaptés aux usages non potables. Les bénéfices restaient inégaux et concentrés, mais ils introduisaient une dynamique économique absente auparavant dans des régions marginalisées. Pour les citoyens ordinaires, notamment les femmes et les jeunes, les effets se sont traduits par des changements de temps et de santé. La réduction des distances parcourues pour l'eau a libéré des heures quotidiennes réinvesties dans la scolarité, le petit commerce ou les soins familiaux. Les cliniques locales ont signalé une baisse continue des maladies diarrhéiques aiguës dans plusieurs districts, atteignant jusqu'à 23% sur une période donnée. Ces améliorations n'étaient pas perçues comme des victoires symboliques, mais comme des gains modestes et concrets directement liés à l'accès facilité à l'eau pour l'assainissement et l'irrigation. À l'échelle régionale, les conséquences ont été plus politiques. D'autres gouvernements du Sahel ont observé l'expérience avec un mélange de prudence et d'intérêt. Des délégations sont venues étudier le modèle non pour le reproduire tel quel, mais pour comprendre comment un État à faibles ressources avait structuré un projet expérimental sans dépendre entièrement de cadres extérieurs. Cette attention a renforcé la position diplomatique du Burkina Faso, tout en exposant ses choix à une comparaison accrue. Ces effets combinés ont toutefois généré des tensions. Les régions non incluses dans les zones pilotes ont exprimé des frustrations, estimant que les bénéfices étaient là concentrés ailleurs. Les critiques ont averti qu'une extension mal planifiée pourrait accentuer les inégalités territoriales. Pour Ibrahim Traoré, la gestion de ces attentes est devenue aussi déterminante que les résultats techniques eux-mêmes. Ainsi, les conséquences réelles du projet n'ont pas suivi une trajectoire uniforme. Elles ont touché différemment l'État, les entreprises, les citoyens et l'environnement régional. Cette diversité d'effets a déplacé le débat public. La question n'était plus seulement de savoir si l'expérience fonctionnait, mais comment ses bénéfices et ses risques pouvaient être répartis de manière équitable et soutenable dans le temps. D'abord, il y a le scénario le plus probable, celui d'une continuité prudente. Les données continuent de s'améliorer lentement sans atteindre rapidement un seuil de potabilité généralisé. Dans ce cas, l'expérience reste concentrée sur des usages non potables, l'irrigation et l'assainissement avec une extension graduelle et contrôlée des bassins. L'État consolide les mécanismes de suivi, publie régulièrement les résultats et limite volontairement l'expansion pour éviter des effets écologiques mal anticipés.
Ce scénario stabilise la situation sans produire de rupture spectaculaire, mais il renforce la crédibilité institutionnelle à moyen terme. Ensuite, un scénario plus optimiste suppose que les performances observées se maintiennent et se confirment dans des conditions variées. Les taux de salinité continuent de baisser, les écosystèmes de biofiltration gagnent en stabilité et les usages agricoles s'élargissent. Dans cette hypothèse, le projet devient un levier de politique publique plus visible. Les investissements complémentaires augmentent, des partenariats de recherche se multiplient et la question de l'eau potable commence à être testée de manière encadrée. Pour Ibrahim Traoré, cette trajectoire renforcerait la légitimité politique fondée sur les résultats, tout en augmentant les attentes sociales et internationales. Enfin, le scénario le plus contraignant envisage une stagnation ou un retournement partiel. Une contamination ponctuelle, une salinisation différée ou des contraintes budgétaires pourraient ralentir, voire interrompre certaines phases du projet. Les données cesseraient alors d'être un argument de consolidation pour devenir un outil de justification des limites. Dans ce cas, la pression politique augmenterait, tant à l'intérieur du pays qu'auprès des partenaires extérieurs, et l'expérience serait requalifiée comme un test utile mais non extensible. Ces trois scénarios partagent une même incertitude centrale, la capacité à gérer le temps long. La recommandation clé n'est donc pas de prédire l'issue, mais d'adopter une lecture conditionnelle. Si les résultats se confirment, l'expansion doit rester proportionnée. S'ils se dégradent, la transparence devient la principale ressource politique. Dans les deux cas, l'enjeu n'est pas de sauver un récit, mais de préserver la confiance construite autour de données observables. Pour le lecteur, cette expérience peut sembler lointaine, ancrée dans un contexte géographique et politique spécifique. Pourtant, les mécanismes à l'œuvre sont familiers. Il s'agit d'un État confronté à une contrainte vitale, obligé de choisir entre des solutions éprouvées mais dépendantes et une voie incertaine qui engage directement sa responsabilité. Cette tension entre sécurité immédiate et autonomie à long terme traverse de nombreuses sociétés, bien au-delà du Sahel. D'abord, cette histoire parle du rapport au risque. Accepter une expérimentation imparfaite signifie reconnaître publiquement la possibilité de l'erreur. Dans beaucoup de contextes, cette reconnaissance est évitée car elle expose les décideurs à la critique. Ici, le projet a avancé sans promesse de succès rapide, avec l'idée que la transparence sur les données pouvait devenir une forme de protection politique. Cette logique résonne avec les débats contemporains sur la confiance institutionnelle et la place des faits dans l'évaluation de l'action publique. Ensuite, l'expérience interroge la notion de dignité collective. Pour les communautés concernées, les gains observés ne sont pas spectaculaires à l'échelle mondiale, mais ils modifient le quotidien. Moins de temps consacré à la collecte de l'eau, moins de maladies évitables, des terres à nouveau cultivables. Ces changements rappellent que le progrès ne se mesure pas uniquement par des indicateurs macroéconomiques, mais par des ajustements concrets dans la vie des individus. Enfin, le projet pose une question plus universelle. Qui définit ce qui est de viable? Pendant longtemps, cette définition a été largement externalisée, confiée à des cadres techniques et financiers élaborés ailleurs. L'expérience burkinabé suggère qu'un État peut tenter de redéfinir ses critères à partir de ses propres contraintes et capacités, sans garantir le succès, mais en assumant le processus. Pour le lecteur, cette histoire n'impose pas une conclusion. Elle invite plutôt à réfléchir à la manière dont les sociétés évaluent l'audace, tolèrent l'incertitude et jugent leurs institutions non sur leurs intentions, mais sur leur capacité à apprendre et comparer et à corriger en public. À ce stade, la question n'était plus seulement de constater des résultats, mais de structurer une suite cohérente.
La feuille de route présentée par l'administration reposait sur plusieurs étapes distinctes, chacune associée à des responsabilités claires. La première concernait la consolidation des données. Les équipes techniques devaient continuer à mesurer la salinité, l'activité microbienne et les effets sanitaires sur des cycles plus longs afin de distinguer les tendances durables des fluctuations temporaires. Cette phase impliquait un calendrier précis et des audits réguliers confiés à des institutions de recherche indépendantes. La deuxième étape portait sur l'usage. Les autorités locales étaient chargées de définir quels usages non potables pouvaient être étendus sans risque en priorisant l'irrigation contrôlée et l'assainissement. Chaque extension devait être accompagnée d'indicateurs simples, compréhensibles par les communautés concernées, afin que les bénéfices et les limites soient visibles. Cette approche visait à éviter une appropriation technocratique du projet en maintenant un lien direct entre données et vécu quotidien. Une troisième étape concernait la gouvernance financière. Les ministères devaient suivre les coûts réels du projet, y compris les ajustements et la maintenance, pour évaluer si les économies annoncées se confirmaient dans le temps. Cette transparence budgétaire était centrale pour maintenir la crédibilité politique. Ibrahim Traoré a insisté sur ce point dans des réunions internes, rappelant que l'expérience ne devait pas être jugée comme un symbole, mais comme une politique publique mesurable. Enfin, la feuille de route incluait une dimension sociale et politique. Des mécanismes de consultation étaient prévus pour intégrer les régions non pilotes et gérer les attentes. L'objectif n'était pas d'accélérer à tout prix, mais de tester, corriger et décider à partir d'éléments vérifiables. Cette séquence, volontairement progressive, traduisait une idée simple. La réussite ne se déclarait pas, elle se documentait. Dans ce cadre, la feuille de route ne promettait pas un aboutissement certain. Elle définissait plutôt un chemin balisé par des responsabilités explicites où chaque étape devait justifier la suivante par des résultats observables et partagés. Au moment où l'attention internationale se déplaçait des images spectaculaires vers les tableaux de données, un détail revenait souvent dans les récits locaux. Les bassins, autrefois décrits comme des étendues mortes, étaient devenus des lieux observés quotidiennement presque banals. Ce glissement du symbole au paysage ordinaire résumait l'évolution de l'expérience. Elle n'était plus racontée comme un acte héroïque, mais comme un travail patient, parfois ingrat, inscrit dans le temps long. Pour Ibrahim Traoré, ce changement de perception avait eu une portée particulière. Le projet n'était plus évalué uniquement à l'aune de sa rhétorique d'indépendance, mais à partir de ses effets concrets et vérifiables. Cette transformation a déplacé la source de la légitimité politique de l'intention vers le résultat. Dans un contexte marqué par des attentes élevées et des marges d'erreur faibles, ce déplacement était risqué, mais aussi profondément structurant. Le motif initial, celui d'un pari jugé impossible, se refermait ainsi sur une réalité plus nuancée. L'expérience n'avait pas effacé les vulnérabilités du pays ni garanti une sécurité hydrique totale. Elle avait toutefois modifié la manière dont les citoyens percevaient la capacité de l'État à agir, à corriger et à rendre compte. Cette modification, inégale et fragile, constituait peut-être l'impact le plus durable. La phrase qui circulait alors n'était ni triomphale ni défaitiste. Elle rappelait simplement que la valeur d'une politique ne se mesurait pas à son audace initiale, mais à sa capacité à produire des effets observables sans dissimuler ses limites. Dans ce sens, l'expérience avait déjà laissé une trace indépendamment de son verdict final. À la fin, cette histoire ne demande pas une adhésion ni un rejet immédiat. Elle invite plutôt à une discussion plus large sur la manière dont les sociétés évaluent l'action publique sous contrainte. Le cas du Burkina Faso n'est ni un modèle prêt à l'emploi, ni une anomalie à isoler. Il agit comme un révélateur.
Il montre ce qui se passe lorsqu'un État accepte de rendre visibles ses paris, ses ajustements et ses limites, au lieu de masquer l'incertitude derrière des promesses abstraites. Pour le public, l'enjeu dépasse la question de l'eau ou du Sahel. Il touche à un dilemme universel. Faut-il attendre des solutions validées ailleurs ou accepter de tester localement avec le risque assumé de l'erreur? Cette tension traverse aujourd'hui les débats sur le climat, la santé, l'énergie et la gouvernance. Elle oppose souvent la recherche de sécurité procédurale à la nécessité d'agir dans des contextes imparfaits. L'expérience menée sous Ibrahim Traoré rappelle que le courage politique ne réside pas seulement dans l'audace initiale, mais dans la persistance à documenter ce qui fonctionne et ce qui échoue. Elle suggère aussi que la confiance ne se décrète pas. Elle se construit à travers des données accessibles, des responsabilités claires et une capacité à corriger publiquement. La question reste ouverte. Que change réellement une politique lorsque l'autorisation laisse place à la responsabilité? Et comment, selon vous, les États devraient-ils être jugés face à l'incertitude plutôt que face à des promesses idéales?